Bonjour et bienvenue sur les conversations d'Iniki. Aujourd'hui, je vais parler avec Céline de Made by Célinette, que vous connaissez sans doute. Et surtout, je vais lui parler de son processus de tri dans sa garde-robe, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interroge pour moi, ma situation personnelle. Je suis en pleine réflexion. Donc, c'est l'occasion, puisque tu viens de finir ça. Voilà. Bonjour, je suis Céline, donc du blog, podcast, compte Instagram Made by Célinette, et donc je fais des podcasts sur la couture et le tricot. Voilà, donc les conversations d'Iniki, c'est un podcast qui me permet de rencontrer des copines de tricot pour discuter de choses et autres autour du tricot. Et donc aujourd'hui, je voulais rencontrer Céline pour un sujet particulier qui nous tient à cœur toutes les deux. Elle, parce qu'elle vient de finir son processus et moi que je souhaite l'entamer. Je parle du processus de tri dans sa garde-robe. Voilà, donc peut-être que ça vous intéressera. Restez avec nous, mais dans un premier temps, pour connaître un peu mieux Céline, je vais lui poser 3 questions, comme à chacune de mes invitées. Et donc la première question, c'est es-tu plutôt process ou product? Alors moi spontanément j'aurais dit process. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que je suis une malade mentale de la planification. Pour moi, le plaisir de coudre et de tricoter, ça passe aussi beaucoup par se projeter, organiser, etc. Et donc ça c'est la première partie pour moi du process. Puis la deuxième partie du process, c'est vraiment le geste, etc. Le côté très méditatif, soit de la couture ou du tricot. Donc je dirais très process. Et en fait, en préparant ces questions, je me suis rendu compte que pour la couture, je suis de plus en plus product. C'est intéressant ça de voir que d'un côté, pour le tricot, c'est le process, donc c'est vraiment le moment tricot, le fait le geste répétitif qui t'intéresse le plus finalement, et alors qu'à la couture, c'est le product, c'est remplir ta garde-robe. Oui, tout à fait, d'autant plus que j'ai de moins en moins de temps pour coudre, et donc finalement la partie process de couture se réduit, et donc du coup c'est optimiser finalement le peu de temps que j'ai pour coudre avec des pièces dont je suis sûre qu'elles s'intégreront bien dans ma garde-robe. D'accord. Ma deuxième question c'est es-tu plutôt tricot public ou tricot caché? Alors tricot public. Clairement, c'est clair et net pour moi. Donc, bien sûr, je tricote chez moi, devant la télé, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Mais je tricote aussi beaucoup dans les transports. Voilà, j'ai 1h30 de transport pour me rendre à mon travail. Et donc, du coup, dans lequel tu as la possibilité d'être assise, oui. Et donc confort et pouvoir te poser. Exactement. Et tu n'as pas trop de changements. Aucun changement. Ça joue, je pense, beaucoup. Je prends le tram. Donc, c'est effectivement un mode de transport qui s'y prête bien. Je suis pas dans le métro, enfin voilà. Et je tricote aussi au bureau. Au bureau, c'est-à-dire tu sors à ta pause déj par exemple. Exactement, à la cafétéria, je tricote à la cafétéria, et donc toute ma boîte est au courant que je tricote. Et même certaines personnes m'ont dit que j'avais jamais encore, avec qui j'avais encore jamais travaillé. La première fois qu'on s'est rencontrés, on dit mais je te reconnais, tu es celle qui tricote à la café. Donc Céline la tricoteuse, c'est dans ta signature mail. Je pourrais, certainement. Eh ben écoute, moi j'ai déjà dit, mais je suis aussi tricot public, et la preuve c'est que je reviens de chez le coiffeur. Et en fait j'ai sorti mon tricot sans aucun scrupule, d'autant plus que c'est un endroit où tu patientes pendant des heures et t'as rien d'autre à faire que de rester assis, donc en fait je l'ai sorti, et alors c'est rigolo, il y a 2-3 c'était pas non, les clientes elles ont pas osé venir me voir. En revanche il y a 2 coiffeuses qui sont venues me voir, et on a discuté un peu de ça, on est revenu dessus, donc elles étaient ébobie par ce que je faisais. Mais ce serait difficile quand même. Que c'était du jersey, elles m'ont raconté leur déboire, voilà. De tentative. Et en fait c'est sympa parce que du coup ça ouvre la discussion d'une façon assez légère et sans... J'aime bien moi. Moi je tricote aussi beaucoup chez le coiffeur, je dois dire. Puisqu'effectivement ça prend beaucoup de temps. Oui, non, c'est clair que c'est un bon moyen finalement c'est un bon premier contact, on va dire, avec les gens. J'ai jamais eu de remarques
désagréable, en mode c'est un loisir de vieille. J'ai vraiment jamais eu ça, et c'était plutôt à chaque fois admiratif, poser des questions. Donc, c'est un très bon moyen de rencontrer des gens. Et puis, là, comme me faisaient remarquer les coiffeuses, c'est qu'on en voit de plus en plus en fait, des jeunes tricoter, donc voilà, tricoter en public, démocratisons le tricot. Exactement. Dépoussiérons-le aussi par la même occasion, voilà. Donc ouais, non, mais en revanche, moi je suis ébahie par ton audace au boulot parce que, alors j'ai des collègues qui savent que je tricote, mais je le crie pas sur tous les toits, j'ai pas envie d'être cataloguée, il reste quand même des barrières que j'aimerais faire tomber, hein, mais bon là non, non. Moi j'avoue, je m'en fous. Ils pensent mais ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tout à fait raison. Et donc ma troisième question pour te connaître un peu mieux, c'est de connaître un peu l'état de ton stache. Mon moustache a maigri, clairement cette année, énormément, que ce soit la couture ou le tricot d'ailleurs, les deux. Et en fait, ça rentre dans ton processus de tri. Absolument. T'as commencé par ça ou par ta garde-robe? Ça a été concomitant. J'ai commencé par le stage. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de tricoteurs, tricoteuses, couturières, tous les ans, j'ai la bonne résolution de vider mon stage, n'est-ce pas? Pour pouvoir le remplir mieux, de manière en tout cas moins culpabilisée. Donc j'avais fait le bilan l'année dernière, j'étais à 88 écheveaux. 8 kilos de laine, un peu presque 9 kilos de laine, donc j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop, et donc je m'étais mis un petit challenge de regarder tous les mois qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui sortait, et au moment où j'ai refait mon tri, donc j'avais déjà un peu déstocké. D'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, j'avais bien aimé tes mosaïques avec les futurs projets, tes futurs projets en écheveau. Et une fois que le projet est fini, on ne voit plus les écheveaux puisqu'on voit le projet. Et de le voir au fur et à mesure, tu présentais ça, j'imagine que ça t'a aidé dans ton process de compréhension de ton stage. Un peu, ouais. Alors moi il y a le côté planification, c'est-à-dire que vraiment j'aime beaucoup planifier. Ça fait vraiment de ma personnalité. Et donc du coup je le fais, mais je ne l'ai pas suivi autant que ça. C'est ça le point en fait. C'est que comparé même à certaines de nos copines qui ont coché pas mal de cases. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Enfin pas pour moi en tout cas. Oui, voilà. Bon, voilà. C'était plus effectivement ceux que j'aimerais bien utiliser. Il y en a certains que j'ai déstachés, il y en a certains que j'ai utilisés, il y en a certains qui sont toujours dans mon stash et que j'ai pas envie d'utiliser tout de suite. Donc j'avais déjà commencé à baisser un peu mon stock, mais clairement au moment du tri, par contre, là j'ai vraiment été de manière un peu plus radicale que juste plus-moins chaque mois, à me dire vraiment, bon allez, stop maintenant, on étale tout sur le lit, quels sont ceux que je me vois porter, / tricoter, là, maintenant. Et tous ceux qui ne remplissent pas ce critère, je les ai vendus. D'accord, maintenant. Ton critère c'était maintenant. Si demain je dois commencer un projet, avec quelle laine je ne le ferai pas. Exactement, exactement ça. C'est intéressant. Et j'ai fait pareil pour les tissus. Première question, si tu t'arrêtes à l'instant T pour faire ton choix, est-ce que tu prends quand même un peu de recul par rapport à la saison, ça vaut surtout pour le tissu, mais aussi pour le tricot parce qu'on tricote parfois d'autres matières que la laine. Non. Alors moi pas du tout. Alors moi je tricote que de la laine. D'accord. Typiquement, mais par contre à l'inverse, je ne prends pas du tout en compte le fait que fingering versus déca à quel moment de l'année. C'est plutôt, je prends plutôt en compte qu'est-ce que je viens de tricoter. Parce que j'aime bien alterner les projets fil fin et fil plus épais. Oui, ne serait-ce que pour une progression différente, une sensation différente sous les doigts. Donc ça me dérange pas du tout de tricoter. J'ai tricoté un châle en Aran alors qu'il faisait 40 degrés. Ça me gêne pas. Donc ça, je prends pas en compte la saisonnalité dans ce sens-là. Tant que tu poses pas le châle sur les genoux, je crois que je vais dire... Non, en vrai, quand ça a vraiment été la canicule, je l'ai mis en pause, mais je l'ai vraiment tricoté cet été par exemple. Donc ça m'a pas, je me suis pas dit c'est l'été, il faut que je tricote du fingering. Ouais, d'accord. Ok. Et pour tes tissus, pareil? Ouais, pareil. Bon, à part les gros lainages de manteau, où évidemment je les coupe pas en plein milieu de l'été, mais sinon les matières qui constituent l'essentiel de mon stage actuellement, couture, sont de toute façon des matières fines que je porte l'été comme l'hiver. Parce que c'est essentiellement des tissus pour faire des blouses ou voilà. Donc du coup, ça je les porte tout le temps. Si tu as envie de mettre un gilet tricoté, tu vas pas commencer à mettre des gros lainages en première couche, je dirais. Exactement. La théorie de l'oignon, tu vois. Et je porte assez peu de blouses manches longues par exemple. Je
Je porte essentiellement du court, donc d'autant plus, je peux vous le dire. Celle-ci est très jolie, c'est quoi? Alors c'est le chemisier Vitamine d'Ivan S avec l'extension col victorien. Et c'est une double gaze atelier brunette. Oui, ça c'est le mancheron qui est proposé dans le... C'est très sympa. Non, c'est moi qui l'ai rajouté. Je l'ai pris d'un autre modèle. Très sympa. C'est une petite personnalisation. Et donc du coup c'est la double gaze Terrazzo Shell de chez Atelier Brunette et les boutons. Et vous le voyez pas, mais il y a des plis là. Il y a des plis qui font super sympa. Je trouve que, on n'a pas l'habitude de voir les plis justement pour la poitrine à cet endroit-là, et ça ajoute quelque chose à la blouse. C'est très déclinable ce modèle. Très sympa. Comme tous les modèles qui veulent souffler d'ailleurs. Il y a plein d'autres. Donc pour en revenir, pour en finir avec ton stash. On sait que tu tricotes tout par tous les temps, essentiellement de la laine, pas uniquement du mérino, j'imagine. Non. Non, d'alpaga, de la soie, du cachemire. Que des choses douces. Voilà. Tu as pas mal, on en reparlera sans doute, mais est-ce que tu as beaucoup d'écheveaux, comment dans ton stage se situent les écheveaux teint à la main, non teint et industriel? Je n'ai quasiment pas d'écheveaux, écheveaux/laine industrielle dans mon stock. Quand on dit industriel, c'est la teinture industrielle. Ouais. Je pense que ce que j'ai de plus industriel entre guillemets dans mon stock, c'est du Dererum Natura. Ça reste relativement confidentiel pour de l'industriel, on va dire. D'autant que c'est des laines naturelles non teintes. Voilà. Donc, pas d'industriel. D'accord. Et non teint versus teint, majoritairement du teint. J'ai une quantité sweater, non, deux quantités. Deux quantités sweater non teintes. Le reste étant teint par des teinturières dépendantes finalement. D'accord. Bon. Voilà. Ok. Et tu les ranges où tes écheveaux? Alors mes bien-aimés sont dans une boîte en plastique, bien hermétique pour éviter tout ce qui est mythe de la laine et autres horreurs qui s'attaquent à nos précieux. Et comme ça, ils sont tous visibles en fait. Ils sont colorés, donc je les vois facilement. Et tu puises dedans. Ouais. Je les vois tous les jours, ils sont dans ma penderie. Et ça fait plaisir, ils sont beaux. Donc je les vois tous les jours. Donc c'est intéressant. Et ton tissu, pareil Alors, dans une boîte, cette fois-ci, alors j'ai testé le même contenant pour les tissus que pour la laine, mais ça ne marchait pas. Puisqu'en fait, pour le coup, j'arrivais pas à voir tous les tissus que j'avais. Donc j'ai une boîte Ikea, plate, rectangulaire, qui se glisse sous le lit. Et donc j'ai rangé, les tissus sont rangés à la Marie Kondo, à la verticale, comme ça. Par comme couleur. ça, tu les vois tous en plus, et t'as pas à soulever la pile au risque de la faire tomber. Non, ils sont vraiment tous visibles en un seul coup d'œil. D'accord. Rangés par couleur. C'est bien que tu évoques Marie Kondo, parce que ça va nous amener au sujet principal de notre conversation. Voilà. Alors Céline, venons-en aux faits. Pourquoi alors, tu viens de finir ce processus de tri, mais alors moi je voudrais revenir sur pourquoi tu en es venue à vouloir trier ta garde-robe, quels ont été tes éléments déclencheurs et comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place. Alors mine de rien, ça s'est fait sur ça a mûri, c'est une décision qui a mûri assez longtemps. C'est-à-dire que le processus en lui-même a été réglé en 15 jours, mais par contre ça a mûri assez longtemps. C'est ma manière de fonctionner, je réfléchis beaucoup. Et par contre, une fois que la décision est prise, il faut que ça soit fait dans la minute, sinon ça me... Voilà, c'est pas. Je confirme. Donc du coup, en début d'année, j'avais ce côté vraiment, j'étais un peu, je me sentais à la fois, comment dire, oppressée par toutes mes possessions, on va dire, que ce soit garde-robe, stash de laine, stash de tissu, etc. Enfin, vraiment trop, on a un sentiment de trop. Et en même temps, vraiment le côté, mes placards sont pleins, mon stock est plein, et en même temps, j'ai l'impression que j'ai rien, dans le sens où
il n'y a rien qui me plaît là tout de Ouais. suite, je me sens en décalage. Le matin, c'est j'ai Voilà. rien à me mettre, quoi. C'est alors que Alors, tout déborde. si. Ouais, manifestement, En j'avais. fait, tu étouffes sous ta garde-robe. Exactement, et c'était vraiment un sentiment, bon après aussi ouais, vraiment de décalage entre, bon bah j'ai fait des choix, des achats, des choix j'ai réalisé des pièces dans le passé, et ça me convient plus vraiment, pourtant c'est plein, enfin voilà, c'est plein, mais en même temps ça me convient plus vraiment. En fait, c'est aussi pour ça que je voulais aborder ce sujet avec toi, parce que j'aurais pu l'aborder avec n'importe qui à commencer un tri de sa garde-robe. Hein. On a tous une garde-robe, même si on n'est pas tricoteuse ou couturière. Mais je trouve que le fait d'être couturière ou tricoteuse apporte une profondeur de plus, un intérêt de plus dans ta vision des choses. Alors, moi, c'est vrai qu'il y avait aussi dans la dimension, dans cette motivation du tri, de me dire, bon, bah, c'est bête parce qu'effectivement, c'est des belles choses, des belles matières. Tu y as passé j'ai du passé du temps, etc. Et en même temps, voilà, comme ça me convenait plus, je trouvais que c'était vraiment bête parce que pour moi, s'il y a bien une partie de ma garde-robe qui doit me convenir, refléter ma personnalité, être quelque part l'élément différenciant par rapport à toutes les autres personnes, ça doit bien être le fait main. Ouais. Donc, et moi je le conçois vraiment comme ça, on en a parlé un petit peu, pour moi c'est vraiment comme un porte-bonheur personnel. Un petit gris-gris qu'on met pour se porter chance dans les journées. Quoi. Exactement, puis vraiment le côté de... quand je suis au fond du trou et que je me sens vraiment nulle, le fait, ou stressée, ou pas sûre de moi, etc., porter du fait main, c'est de me dire, bah, c'est pas si pire, t'es capable de faire ça. Donc, ouais, voilà. C'est revenir en plus, enfin j'y vois un côté retour au manuel, ce côté un peu se réancrer dans la réalité. Tout à fait. Enfin cette manière de donc moi, j'étais vraiment, ça me gênait vraiment beaucoup d'avoir à la fois beaucoup de pièces fait main dans ma garde-robe et en même temps de pas les mettre en valeur et qu'elles m'apportent pas la joie que j'en attends. D'accord. Bon, eh ben oui, comme on parle des méthodes, on n'est pas les premières à s'être interrogées sur le processus de tri et différentes méthodes qu'on puisse y appliquer. Et donc la première, celle qui nous vient en tête de prime abord comme ça, c'est Marie Kondo, qui est une japonaise qui a écrit une méthode pour, alors elle, c'est pour désengorger toute sa maison, hein, et vivre dans des choses beaucoup plus minimalistes. Et donc la garde-robe fait partie des... C'est la première étape. C'est la première étape. Ouais. Bon, mais bon, voilà, tu vas avoir aussi l'étape de la bibliothèque, l'étape je sais pas, du garage, voilà. Et donc dans cette première étape, elle explique un peu comment se débarrasser, se débarrasser ou conserver chaque vêtement qui passe au crible de la méthode. Et alors il y a quelque chose qui me vient en tête tout de suite, c'est le côté si tu te sépares de ton vêtement, il faut le remercier. Alors je n'ai pas remercié chacun de mes vêtements, certains, je l'ai fait. Et ça soulage, ça fait du bien, on s'en sépare plus facilement. Alors effectivement c'était donc il y a le côté, la fameuse étincelle de joie qu'on est censé ressentir quand on prend un vêtement qu'on veut garder. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la méthode de Marie Kondo, parce que donc il y a eu une série Netflix, n'est-ce pas, et il y a eu, le premier épisode est sympa, puis après c'est toujours la même. Je suis d'accord. Et mais moi, ce que j'aimais bien, c'était effectivement le côté. Alors certes, elle invite à faire du tri et revenir vers l'essentiel quelque part. Mais elle est beaucoup moins extrémiste quelque part que certaines autres méthodes où ils disent il faut que tu te débarrasses de 75% de tes possessions, etc. Elle, c'est du moment que ça te procure de la joie, bah, tu le gardes ou tu le gardes pas. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas remercié chacune de mes... Après, tu peux avoir l'écueil de non, mais tout est joie et tout garder. Donc, mais bon, du coup, c'est intéressant. Ouais, tu es en train de parler d'autres méthodes un peu plus radicales et il y a notamment le dressing 333 là. Donc, c'est l'idée de garder 33 tenues pendant 3 mois. Et alors, on ne jette pas dans un premier temps, on ne sort que ces 33 tenues et on les porte pendant 3 mois et on regarde s'il nous a manqué des choses, s'il y a des choses qu'on a laissées finalement aussi de côté. Enfin voilà, et pour faire un bilan 3 mois après et faire des choix
de tri. Mais donc voilà, donc ça c'est assez radical. C'est aussi, alors pour s'aider à appliquer ce tri, on me dit il faut tant de pantalons, enfin tant de bas, tant de haut, tant de... Et moi je trouve que cette méthode est très intéressante en soi, notamment parce qu'il y a le côté bilan, rétrospective du process. Mais il y a aussi, je trouve que c'est... je vois pas l'intérêt de garder une jupe si je ne porte jamais de jupe, par exemple. Moi, c'est clairement ce qui me convenait pas. Bon, déjà, je pense pas avoir cette discipline, voilà. Je trouvais trop, effectivement, que... Voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est que moi, ce qui me convenait pas, c'était de dire... quelque part, le côté, dans une garde-robe parfaite, il devrait y avoir un jean, un trench, un t-shirt blanc, un t-shirt gris, une marinière, machin tout. Moi, j'avais l'impression qu'on projetait l'image d'une garde-robe qui ne me conviendrait pas forcément. Et ça, c'était pas, du coup, ça me parlait pas du tout comme méthode. Mais c'est bien, qu'il en faut pour toutes les façons de faire. Mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu déguisement, dans le sens... uniforme, presque. Ouais, uniforme, il faut... alors qu'en fait, non, je pense qu'il faut d'abord partir de soi, de sa garde-robe. Et dernièrement, il y a un bouquin qui est sorti et qui répond à beaucoup de mes attentes. Maintenant, j'entame à peine le processus, donc on fait le bilan quand ce sera fait ou pas. Mais en tout cas, qui m'a beaucoup inspirée et qui, toi aussi, finalement, tu en as pris connaissance après avoir fait ton tri, mais du coup, ça te donne d'autres perspectives aussi, donc c'est intéressant. C'est le bouquin de Charlotte Moreau qui s'appelle Le Dressing Code. Et donc, elle envisage les choses de façon... Je vous mets tout en barre des tâches, barre d'infos. Sous la vidéo. Donc oui, elle prend le sujet de façon plus globale. Elle envisage sa garde-robe en tenue. Donc quand elle parle de tenue, ça va être des pieds à la tête et ça va être les accessoires, le sac à main, les chaussures, le manteau éventuel, etc. Et de visualiser les choses pour que tout aille un peu, tout aille ensemble, ou en tout cas correspondent à des silhouettes que tu peux facilement mixer, quoi. Et donc en désengorgeant ta garde-robe, bien évidemment. Et elle donne tout un tas de petites astuces ou carrément d'outils. Je pense au CV de la fringue, je pense à quoi d'autre, la palette de couleurs. Et alors là, on en revient en plus à notre côté un peu créatif avec nos tissus et nos laines. Je trouve ça c'est comme si elle ouvrait un champ des possibles dans la manière de réorganiser sa garde-robe. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc voilà, selon moi c'est la plus aboutie. Je vous recommande vivement de consulter son livre, ou au moins de consulter son blog. Elle a un blog sur lequel elle parle depuis des années et des années de ce processus-là, justement, parce qu'elle n'a pas... Ça a maturé pendant des années, et je trouve ça super intéressant. Moi, je l'ai redécouverte au moment de ma grossesse, où je cherchais justement quelle garde-robe pour ma grossesse, et elle a fait quelques billets sur le sujet, et c'est vrai que... Je trouve sa manière de voir les choses assez sensée, et en tout cas ça me parle beaucoup. Donc voilà. Et alors du coup, toi, tu n'avais pas appris ce bouquin n'existait pas encore au moment où tu as fait t'as entamé ton tri. Donc toi, tu as appliqué quelle méthode? Comment tu t'y es prise? Alors moi, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, donc je suis partie de la méthode Marie Kondo, le côté c'est bien, il y a une discipline, donc ça me convient très bien. Et en fait, en lisant ce livre que moi j'ai vraiment adoré, et que je trouve en fait très bien, puisque il y a effectivement l'étape du tri, c'est la première étape, mais ce n'est pas du tout la fin. Et tu disais, ça m'ouvre de nouvelles perspectives, c'est très vrai, puisque notamment il y a donc là, après on reparlera de là maintenant où je me situe, et puis après les prochaines étapes aussi. Et vraiment, j'y trouve moi encore beaucoup de choses. Je voudrais vraiment reprendre chacune des étapes, etc. Et donc du coup, ça n'existait pas encore. Donc j'ai pris Marie Kondo, la fameuse étincelle de joie.
j'ai tout mis sur mon lit comme elle le préconise, donc une énorme pile de fringues, enfin fringues, chaussures, sacs à main, etc. Et j'ai vraiment passé au crible tous les vêtements. Alors on m'a posé la question, donc je réponds une fois dans cette vidéo là. Je n'ai pas appliqué de critères du type je ne l'ai pas porté depuis 3 mois, ou... parce que ça peut être aussi un filtre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, un élément déclencheur de mon tri, ça a été un événement particulier. En fait, je devais passer un entretien avec quelqu'un d'important dans mon entreprise pour ma mobilité interne que je demandais, qui était donc un entretien très très important pour moi. Personnellement, parce que la personne que je rencontrais... Et où l'apparence pour toi jouait aussi. Oui. Enfin, tu te présentais à lui, donc la présentation, c'est pas uniquement la conversation. Comment on parle, c'est bien aussi sûr. La manière dont on se présente physiquement à la personne. Parce qu'on peut se dire, parler de sa garde-robe, c'est un peu utile entre guillemets, mais ça n'empêche que... Mais pas que. Et on assume. Mais l'apparence, c'est quand même le premier message, la première chose qu'on dit de soi. Donc, et particulièrement dans des situations type entretien, formation quand on anime une formation, ou réunion importante, etc. Donc moi j'ai toujours, dans ces situations où je ne me sens pas forcément super à l'aise, j'ai toujours porté du féminin par exemple. Ça a toujours été, on en parlait tout à l'heure. Gris-gris. Exactement. Et donc pour cet entretien, je me présente dans mes couleurs de prédilection, une jupe corail du commerce, mais de bonne qualité, etc. Et un chemisier féminin. Et sauf que j'avais oublié que mon entretien était à 14h. Et donc j'ai passé la matinée assise. Et donc je suis arrivée en entretien, j'avais des plis sur la jupe absolument atroces et le chemisier déjà à moitié froissé, etc. Et pourtant tu avais évité la salade à midi pour éviter... rien, je m'étais dit, bon, attention. Mais n'empêche que dans cette situation très particulière, qu'il y avait beaucoup d'enjeux, évidemment, enfin lui, ça ne m'a pas empêché d'avoir ce que je voulais, mais n'empêche que dans cette situation particulière où j'attendais de ma tenue qu'elle m'apporte de l'assurance, etc. Une certaine carapace, enfin voilà. En tout cas... voilà, de la confiance en tout cas. Et ben ça a été complètement l'inverse qui s'est produit, puisque même ça m'a déstabilisée d'arriver dans cette tenue. Donc du coup je me suis dit, bon, donc clairement ça m'arrive de porter, y compris récemment, des vêtements qui ne conviennent pas à la situation. C'est très intéressant parce que Charlotte Moreau en parle dans son ouvrage justement. Pour moi, c'était pas un critère parce que je m'étais trouvée dans des situations très récemment de vêtements qui ne me convenaient pas. Donc je me suis dit bon, donc est-ce que je le porte récemment ou pas, c'est pas la question. Ça se pose pour moi. Donc vraiment le critère de la joie, c'était beaucoup plus ça pour moi. Donc voilà, donc j'ai bien trié chacune de mes vêtements. J'en ai mis beaucoup de côté, j'ai donné 6 sacs en tout. Donc oui, moi c'est aussi une problématique chez moi, c'est à qui je donne, comment je m'en débarrasse en fait. Est-ce que je donne, est-ce que c'est vendable, est-ce que c'est donnable, est-ce que c'est même pas chiffonnable, je sais pas, tu vois. Alors moi ça a été un vrai point, parce que pareil dans une démarche de, je pense qu'on a tout... Beaucoup, en tout cas d'entre nous, on sait maintenant ces pas problématiques, mais ces réflexions autour de, on sait que l'industrie du vêtement est une, si ce n'est la plus polluante. Donc, la deuxième plus polluante. Donc on sait qu'il y a la fast fashion qui produit des quantités de vêtements de fou. Donc pour moi c'était inenvisageable de juste jeter pour jeter. Enfin, juste jeter, c'était pas possible pour moi. Donc effectivement, j'ai tout mis sur mon lit. Et alors déjà, un autre critère, une autre question qu'on m'a posée, c'était est-ce que tu as fait une différence entre le fait main et pas le fait main? Oui, c'est une question que je t'ai posée. Voilà. Et non, pour moi ça n'a pas été un critère. Peut-être parce que je suis plus process que product ou je ne sais pas, mais en tout cas, quelque part pour moi, la fonction des vêtements faits main qui étaient sur la pile était remplie dans le sens où j'avais eu plaisir à les faire le moment où je les avais fait. Non, j'ai pas fait de distinction dans mon tri sur les faits main et pas faits main. Par contre, donc c'est important pour moi de trouver une seconde vie à mes bien-aimés, enfin à mes vêtements en tout cas, et encore plus pour le coup à mes vêtements faits main. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement trié en... Au départ, je me suis posé la question de vraiment pas donnables, etc. Bon, ceux qui étaient vraiment tachés, déchirés, etc., ceux-là sont partis à la poubelle. Très peu. Il y en avait très peu, finalement. Parce que moi, je trie assez régulièrement. Donc, il n'y avait pas des choses très très anciennes ou très très tachées. Et par contre, tout le reste, je l'ai donné. En fait, tout le reste hors le fait main,
Je l'ai donné dans une recyclerie qui s'appelle la Textilerie. D'accord. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la matière pour la recycler et Alors, faire autre chose? C'est ça que je trouvais bien, c'est qu'en fait, ils avaient des offres de services, entre guillemets, différentes selon l'état du vêtement. Ah ouais. Soit les vêtements est à la mode, de marque, en bon état, et dans ce cas-là, ils ont un dépôt, enfin une boutique, Ouais. en fait. D'accord. Mais c'est une boutique, enfin c'est du don. Donc Oui, c'est comme Emmaüs, voilà. quoi. C'est ça, exactement. Ok. Tu ne récupères pas l'argent quand ils vendent ta pièce. Ouais. Mais donc tu as une boutique où. Voilà. Et ensuite, tu as ceux qui sont un peu moins à la page, ou voilà. Mais dont la matière peut être intéressante, dans ce cas-là, ils les utilisent dans le cadre des cours de couture qu'ils donnent. Ah, intéressant. Voilà. Du coup, ça fait lien, ça fait sens pour toi. Voilà. Donc là, moi j'aimais bien, effectivement, ce côté-là, je trouvais ça sympa, parce qu'effectivement, quand c'est des étoffes particulières, de la soie, du lainage, du machin, voilà, ils s'en servent pour. Et d'ailleurs, ils organisent aussi des collections de mode, en fait, avec les habitants du quartier, donc ça fait vivre aussi la communauté, enfin voilà. Ah, c'est intéressant. Et je mettrai l'adresse de la textile. Très bien. Et enfin, le dernier cas, c'est vraiment, donc, pour le coup, des étoffes qui n'ont pas un intérêt particulier, etc. Ils le recyclent. D'accord. Donc vraiment, il y avait toute la chaîne, je trouvais ça super intéressant. Et j'avoue, parce que c'est pareil, alors on m'a posé deux questions, je me permets d'y répondre. Désolée. Je me permets d'y répondre là. En fait, on m'a posé la question pourquoi pas Emmaüs ou la Croix-Rouge. Alors, il se trouve que j'ai été bénévole à la Croix-Rouge, notamment de la ville où j'habite, et qu'ils étaient submergés par les fringues. Voilà. Tu n'étais pas la première à avoir la n'est-ce pas? Et donc, en fait, ils n'ont pas l'usage du tout de tous les vêtements qu'on donne, notamment parce qu'en fait, leurs besoins sont très ciblés. Leurs besoins sont liés notamment aux populations de bénéficiaires de leurs services, donc notamment les populations de sans-abri, donc clairement les blouses en soie, là, pas du tout en fait, et donc du coup en fait ils n'en ont pas l'usage, en tout cas la Croix-Rouge. D'accord. Et en tout cas dans ma commune parce que ils sont submergés par vraiment ils ont beaucoup de dons et ils ne savent pas plus comment les gérer, et il n'y a pas de vestiboutique là où j'habite. À la Croix-Rouge. Quant à Emmaüs, j'avoue, c'est loin de chez moi. Enfin, le point de collecte le plus près où ils prennent des vêtements est assez loin de chez moi. Et j'avais le côté, il fallait que ça soit efficace aussi. Oui. Donc là, ils prenaient tout d'un coup, ceux qui étaient en bon état, ceux qui étaient en moins bon état, etc. C'est eux qui se chargent du tri. Et ouais. Donc j'ai trouvé que c'était une solution qui à la fois pour moi était pratique et qui correspondait quand même à mes valeurs. Donc voilà, c'était le bon compromis pour moi. Il y en a certainement d'autres. Et non, je n'ai pas donné au relais. Parce que je n'aime pas trop en fait. Du coup, tu peux nous. Le relais, c'est. Les boîtes. Vous voyez les boîtes blanches dans lesquelles on peut mettre son sac de vêtements dans la rue en fait. On en voit un peu partout. Et alors, du coup, toi, pourquoi tu n'aimes pas trop Parce qu'en fait, c'est une entreprise commerciale, le relais, il faut le savoir. C'est pas du tout c'est pas du tout une association à but non lucratif. C'est vraiment une entreprise qui certes emploie des gens. Donc, emploie des gens et sa fonction première c'est de récupérer, c'est peut-être pas la fonction première, c'est pas le bon terme, mais toi il te débarrasse de tes vêtements. Oui, mais moi ce qui me gênait c'est ce qu'ils en font après en fait. Et en fait, ce qui me gêne d'ailleurs, c'est ce qu'ils en font après. Il faut savoir que tout ce qui est revendable, ils les revendent, mais ils inondent aussi des marchés de pays où ils tuent l'économie locale. C'est-à-dire que notamment ils vendent beaucoup en Afrique. Ouais. Et ça tue l'économie locale dans le sens où les petits producteurs ou les petits artisans sur place, c'est pas terrible de se voir inonder de fringues gâchées récupérées dans les boîtes. Voilà. Le reste ils recyclent, donc ça pourquoi pas, la partie recyclage de la fibre, moi que ça se passe par eux ou par une autre entreprise, ça m'est égal. Mais voilà. Et puis il y a le côté quand même, je suis désolée, mais je suis quelqu'un d'assez franc, je pense, voire cynique parfois. Et le côté on se donne bonne conscience en disant, en n'étant pas très clair sur est-ce que c'est lucratif, pas lucratif, etc. me gênait. Voilà. Bon, mais ce n'est que mon avis. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que cette partie-là aussi de qu'est-ce que je fais de la partie de ma garde-robe dont je me sépare, tu as étudié la question et tu as fait tes choix en fonction de mes valeurs. Critères et valeurs. Ouais.
Donc, et par contre, pour le homemade, j'ai essayé, notamment pour les tricots, qui sont sans doute des pièces évidemment sur lesquelles on passe le plus de temps. Parce que même là, je suis en train de coudre un manteau, mais moi, j'y passerai jamais autant de temps que sur un vêtement tricoté. Donc pour moi, j'avais envie d'essayer de faire en sorte qu'ils aient une deuxième vie auprès de quelqu'un qui les apprécie. D'accord. Donc du coup, j'en ai vendu certains sur Instagram. Avec un succès, il y a certaines pièces qui sont parties, mais pas tout. Aussi, je pense, parce que mon profil Instagram s'adresse déjà à des gens qui tricotent. Ouais, je t'avoue que je vais pas t'acheter de vêtements faits main. donc voilà. Mais donc j'ai quand même essayé de trouver une communauté qui serait plus réceptive peut-être à la valeur du fait main. Bon, voilà. J'ai pas encore trouvé, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Je pense que ça serait intéressant en commentaire de partager justement les différentes solutions et qu'est-ce qu'on fait avec l'objet de son tri. Mais pour l'instant, pour les vêtements faits main, j'ai pas encore trouvé de solution idéale. Alors moi, j'ai la solution maman. Ma mère, non. Ma mère, elle est un petit peu plus petite que moi, mais à peine. Enfin, on est plus ou moins du même gabarit, je dirais, à peu près. Et du coup, j'avoue qu'il y a certains vêtements auxquels je pense, notamment, je l'ai ramené. Mon Oululu que j'ai adoré faire, voilà, donc oh là là, il est tout froissé. J'ai adoré le faire, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps et en fait je ne l'ai mis que pour faire les photos et en fait il convient pas du tout à ma garde-robe. Alors j'ai pas encore j'arrête de le dire, je n'ai pas entamé le processus, mais là il a beau être gris, il a une forme un peu, il est sympa. Il est très très sympa. Il y a beaucoup de détails, je veux dire, dans le process, ça m'étonne pas que tu n'aies pas dire à le faire parce qu'il y a beaucoup de détails. Vraiment, alors oui, il faut aimer la maille au kilomètre, mais sinon tu t'amuses quand même pas mal. Mais je me vois pas, je ne me le vois, je ne vois pas dans quelle occasion. Tu parlais des occasions, des moments pour s'habiller, de telle ou telle manière, que ce soit le week-end ou que ce soit au boulot, je ne vois pas comment, à quel moment je me sentirais bien dans ce vêtement-là. Peut-être une fois ou deux, mais est-ce que ça vaut le coup? Du coup, je me dis que je vais l'offrir à ma mère, d'autant plus que je ne l'ai jamais mis, donc encore moins de complexe. Parce qu'elle, c'est typiquement le genre de forme qui lui ira bien et qui lui fera plaisir à mettre. Elle aime beaucoup quand je lui fais des choses fait main, donc elle apprécie. Donc voilà, donc ma mère, oui. Mais alors après, c'est vrai que je sèche un peu. Voilà, moi ma mère, pas du tout. Donc comme ça, elle n'est absolument pas sensible à ça. Donc voilà, donc, on parlait effectivement, donc ça c'était un premier point, distinction fait main, pas fait main. Ouais. Et alors, c'était la méthode de Marie Kondo que j'ai suivie au début, mais en même temps, en lisant, donc a posteriori, le livre dont on parlait, le Dressing Code, j'ai vu que spontanément, j'avais fait certaines choses qu'elle recommande de faire. Notamment, pour moi, c'était clair dans ce qui restait, après le tri, qu'il allait falloir que je distingue plusieurs moments de ma vie. Dans ta semaine? Dans ma semaine, voilà. En fait, je travaille sur le site de mon entreprise 3 jours par semaine, parce que je télétravaille 2 jours. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est télétravail. Et donc, c'est la pause déj? C'est la pause déj, voilà. Et donc, du coup, les jours où je m'habille sur site, clairement, sont à part dans ma semaine. Je m'habille de manière beaucoup plus formelle ces jours-là que le reste de la semaine, par exemple. D'autant que je vais sur des fonctions qui vont encore plus là-dedans. Nécessite. Donc ça, c'était un premier, ce qu'elle appelle un contexte. Dans son livre, c'était mon premier contexte. Boulot, formel, voilà. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'était les jours de télétravail à la maison. Où là, c'est open bar, je peux faire ce que je veux sans aucune contrainte, dans le sens où je suis seule chez moi, donc je peux m'habiller comme je veux. Mais ça inclut aussi, ça inclut pour moi aussi... Elle est classe en télétravail. Je me suis habillée pour toi et maquillée aussi. Pour moi, ça incluait aussi des choses que je ne mettrais pas dans mon troisième contexte, en fait, c'est-à-dire des formes qui ne plaisent pas à mon mari, par exemple, ou des vêtements trop fragiles, dans le sens où, quand il y a ma fille, bon voilà. Et donc le troisième contexte, pour le coup, c'est le week-end. Ta fille en bas âge qui a encore les mains très sales, qui s'accroche encore beaucoup à sa maman. C'est ça, voilà, exactement. Et donc ça, c'est le troisième contexte, c'est le week-end, où effectivement, la priorité pour moi,
c'est justement d'avoir aucune contrainte de confort, etc. Parce que ma priorité c'est de jouer avec ma fille et que donc du coup je ne veux pas être en train de me dire justement ouh chérie, tout fort avec les mains, machin, voilà. Donc c'est le troisième contexte. Donc pour moi c'était clair, j'allais organiser ma penderie comme ça. Et ensuite donc j'ai commencé finalement, comme pour moi l'élément déclencheur ça a été un événement professionnel finalement. J'ai commencé par travailler sur les silhouettes du contexte pro. Bah oui, voilà. En plus. Hein. D'ailleurs, tu en montres sur ton Instagram. Je trouve ça très intéressant. C'est d'ailleurs à la suite d'une de tes d'une remarque sur l'une de tes tenues que m'est venue l'idée de venir te parler aujourd'hui. Notamment, tu parlais de cette fameuse jupe en cuir que tu avais, qui s'était révélée avec le tri. Et j'ai trouvé ça génial dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'imagine que quand tu l'as acheté, tu as eu un coup de cœur, ça t'a fait plaisir, etc. L'organisation de ta garde-robe, l'entassement dans ta garde-robe a fait qu'elle a été reléguée en second plan, tu ne la voyais plus, et alors que là tu viens de la redécouvrir, c'est comme si tu l'avais achetée une seconde fois, mais sans prix. Quoi. Tout à fait, c'était la partie sympa là, effectivement. Donc moi c'était clair que sur la partie garde-robe pro, je voulais avoir 12 tenues différentes. 12 tenues pour 4 semaines, c'est ça? C'est ça, pour un mois. Parce que comme je passe 3 jours au bureau, donc je voulais avoir en gros un mois de tenue pro sans répétition. Mais c'est pas mal, ouais, Voilà, ça faisait un panel qui me convenait. Et alors, parmi ces 12 tenues, elles sont mixables entre elles? Elles n'ont pas été pensées comme ça? Non. D'accord. Non, c'est à partir de ce qui restait après le tri. D'accord. Je me suis amusée effectivement à voir qu'est-ce que je pourrais combiner et identifier les éventuels manques, mais je voulais vraiment, effectivement ça a révélé certaines pièces. Cette jupe en cuir c'est vraiment spécial parce qu'en fait je l'ai achetée au tout début de ma vie professionnelle, on ne dira pas il y a combien d'années, mais ça fait à 2 chiffres. Parce que j'y projetais ce que devait être une avocate d'affaires, vous voyez, c'était une jupe en cuir d'une bonne marque, etc. Je ne l'ai pas portée pendant des années, mais vraiment pas, quand je dis pas, j'avais dû la porter 2 fois, et depuis que j'ai fait le tri, je l'ai fait raccourcir un petit peu, et depuis je la porte une fois par semaine. Remise au goût du jour, je dirais, en tout cas à ton goût, à toi. Et ok. Ah, et donc c'est intéressant là ce que tu dis sur la projection de la garde-robe sur ce que doit être pour toi une avocate d'affaires, parce que c'était ton métier à l'époque. Du coup, il y a eu d'autres écueils comme ça, j'imagine. Ah oui, non, mais j'en ai plein. Dans mon tri, ça a été que ça. Elle parle notamment de certains freins au tri, moi que j'ai trouvé. Je m'y suis retrouvée toute voilà. Clairement, j'avais une partie de ma. C'est là où j'ai vraiment ressenti le décalage, c'est-à-dire que ma garde-robe reflétait des périodes passées de ma vie et pas forcément de mon quotidien d'aujourd'hui. Mon quotidien d'aujourd'hui est constitué de finalement une personne qui... je suis maintenant une personne dans une fonction assez stricte de l'entreprise, mais avec un petit peu plus d'expérience, ce qui fait que je me sens un peu plus légitime dans mon métier aussi. Donc j'ai moins besoin de m'affirmer par la tenue. L'apparence, Voilà. Mais je suis aussi une jeune maman par exemple, donc du coup le côté les talons comme ça, très bien celle qui arrive à en porter, je suis pleine d'admiration, mais ce n'est pas moi. Voilà. Donc voilà, c'est des pièces que j'ai mis de côté. C'est quoi, j'ai l'impression qu'entre 35 et 40, les chaussures... Il y a un changement. Il y a un changement dans la chaussure. Et il y a le côté, non mais je vais pas souffrir toute ma vie, ça suffit. S'il n'y a pas le confort dans la chaussure, je n'achète plus quoi. C'est radical, moi toutes mes copines c'est ça. Alors qu'avant, elles sont tellement belles. Voilà, on se faisait plaisir, Mais non, là j'avoue que... Oui, non, c'est clair. Il m'en reste encore 2 paires à sortir de ma garde. Oui, donc alors, attends, j'ai plein de questions. Du coup, ça veut dire que ton tri n'est pas tout à fait terminé, mais je veux revenir sur tes 12 tenues. Donc, tu as fait tes 12 tenues à partir de ce qui te restait. Quand tu as fait tes 12 tenues, est-ce que parmi ce qui te restait, est-ce qu'il te restait des vêtements qui n'intégraient pas tes 12 tenues? Non. Par contre, j'avais des trous.
T'avais des trous. Ah, voilà, ouais. Et alors, du coup, et là je vais raccrocher le wagon de la création. Est-ce que tu t'es dit, bon bah je vais me coudre, je sais pas moi, il me manque... je sais pas. Pas forcément. Je me suis pas. Enfin, j'ai identifié ce qui me manquait. Donc, par exemple, dans ce qui me manquait, c'était un pantalon un peu formel, mais qui m'aille vraiment bien. D'accord, donc ça, t'as envisagé de le coudre? Oui, et j'y ai renoncé. Je l'ai acheté. Et j'en suis très contente parce que celui que j'ai acheté, je l'ai porté toutes les semaines depuis que je l'ai acheté. D'accord. Donc, il me convient parfaitement. Il me manquait, par exemple, une parka à capuche. Ça, c'est celle que je suis en train de coudre. D'accord. C'est la Kelly, exactement. Je vous inonde de photos en ce moment de Kelly. Donc pour moi, effectivement, j'ai vraiment bien identifié ce qui me manque, enfin, ce que je considère comme me manquant. Et je me suis pas fixée comme objectif que ça soit que du fume. D'accord. J'ai l'impression, à chaque étape, tu as décorrélé le fait que tu étais faiseuse de vêtements. Tu t'en sépares, c'est pas grave, ils ont rempli leur fonction au moment où tu les as créés, tu as passé un bon moment, c'est ton loisir créatif, voilà. Il t'en manque, tu vas pas nécessairement le faire, tu vas le faire si il y a un patron qui correspond à ce manque, mais si c'est pas le cas, tu te retournes vers le prêt-à-porter sans aucun problème. Exactement. Oui, moi c'est pas. En fait, je me suis rendu compte à l'issue du tri de plusieurs choses. D'abord que dans ce qui me restait, j'avais une proportion à peu près égale de fait main et de pas fait main, par exemple. Donc je n'ai privilégié ni les uns ni les autres, sans le faire exprès. Encore une fois, c'était pas. Quelle était la proportion avant? Pareil aussi. Ouais, je me suis séparée en proportion égale des deux. Et est-ce que tu t'es. Est-ce que le fait qu'un vêtement soit ait des petits défauts parmi les vêtements faits main, est-ce que ces petits défauts ont été un critère de tri ou pas? Alors défaut, sans vouloir du tout dire que mes créations sont parfaites, pas du tout. Elle a quand même un savet couture. Donc défaut, c'était plutôt dans le sens problème de taille. Enfin de proportion par rapport à ta silhouette. C'était plus confort, proportion, couleur. Ouais. Dans le sens défaut. D'accord, ouais, mais c'est pas. Moi, je pensais défaut, une couture mal faite ou un. Non, ça n'existe pas. Bon. Non, j'ai pas. J'en ai pas rencontré, en tout cas. Non, ça a plus été le critère, ça a plus été effectivement des choses où j'ai passé du temps que je gardais, mais j'y ai passé du temps, mais ce n'est pas la bonne taille. Donc voilà, c'était débile de. Enfin, pour moi, ça faisait pas sens de le garder. Ou finalement une couleur qui matchait moins avec ce que j'ai identifié après. Ou, voilà. Et du coup, ça me fait penser ces histoires de taille, de mesure finalement. Est-ce que tu t'es amusée à mesurer, je dis ça parce que Charlotte Moreau en parle dans son bouquin, encore une fois, est-ce que tu t'es amusée à mesurer les vêtements qui t'allaient bien, que tu aimais, pour voir s'il y avait des points communs ou justement ceux qui ne te vont pas, pourquoi voilà. Est-ce que Alors, j'y avais pas du tout pensé avant de lire le bouquin. Et je trouve ça hyper intelligent en fait. Oui. Donc je l'ai fait ce matin en fait, notamment entre deux blazers noirs. A priori, voilà. Un que je porte depuis peut-être 10 ans, de manière extrêmement régulière, et un que je ne porte jamais. Donc je me suis dit, faisons l'exercice sur le papier, ce sont des blazers noirs. Faisons l'exercice et effectivement, j'ai compris, il y en a un effectivement qui est plus long que l'autre, et notamment celui où je me disais, je me sens pas bien dedans. J'ai mesuré, la carrure dos est 4 cm moins large que celui dans lequel je me sens bien. Donc clairement, en fait, il est tricky dans le dos pour moi. C'est pour ça que je ne me sens pas bien, en fait. Et donc j'ai trouvé que c'était une démarche hyper intelligente. Et alors, c'est d'autant plus intéressant en tant que couturière et tricoteuse. Mais moi, je vais me faire une fiche des mesures finies idéales pour mes vêtements, là, ça y est. Ouais. Ah bah oui. Alors après, tu risques aussi de rentrer dans l'écueil de... j'ai tous les mêmes. Ouais, j'ai tous j'ai la même version. Non, mais après, il y a des petites modifications, tu sauras faire les petites modifications pour égayer les choses. Mais ouais, je pense que au fur et à mesure de la vie, nos corps changent et
et c'est bien aussi de le prendre en compte et finalement ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Du coup, faire évoluer sa garde-robe. Non, moi je pense que c'est important. Et puis après, effectivement, pour pas tomber dans l'écueil de toujours faire les mêmes, ça c'est vrai. Je m'en limiterai quand même aux mesures les plus classiques, mais pour éviter des écueils qui me sont produits sur la longueur de la longueur de buste, les choses basiques, donc la carrure d'eau, qui pour moi est un vrai point parce que j'ai un dos assez large pour ma taille. Tu le savais avant Oui. Ça m'était déjà arrivé, notamment chez Pauline Alice, qui est sans doute plus menue, d'avoir des problèmes de c'était serré. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas cet exercice souvent et c'est intéressant. J'avais vu le podcast de Letty Panda de Mélina qui c'est une championne de l'ajustement. Et en fait elle a fait toute une série de podcasts ultra intéressants sur justement les mesures, comment prendre les mesures, pourquoi les prendre et quel est l'intérêt de prendre son dos et pas tout son tour de poitrine par exemple. Exactement. Parce qu'on n'a pas tous la même profondeur de bonnet et en fait ça se voit sur le vêtement. Le vêtement est construit en fonction de ton dos et de ton devant, mais c'est pas la même chose. T'as pas... Ah non, mais complètement. Et puis moi, je sais que c'est totalement le cas. C'est-à-dire que je sais que j'ai un dos large et j'ai pas une énorme poitrine, donc ça peut vraiment jouer pour moi. Ouais. Ça, la longueur, ce qu'on appelle la pente d'épaule, donc ici, c'est le côté ça tombe là. C'est bête, mais une manche qui commence ici sur une veste. Au lieu de commencer ici, c'est radical. On se dit qu'elle n'est pas bien à votre taille en fait, alors que ça peut être 1 centimètre. Donc ça, voilà. Il faut savoir que par contre cette longueur est relativement standard chez tout le monde dans le sens où c'est entre 11 et 13 cm. Donc moi je pense que je ferai la carrure d'eau, là, la pointe de la poitrine qui sert à bien placer les pinces quand il y en a. J'ai eu un petit déboire récemment. Les longueurs de manches, alors en distinguant bien la longueur pour moi manteau, qui est la plus longue, qui est vraiment à la bord de la main, ici. La longueur des vestes, pulls qui viennent en dessous du manteau, donc qui est un petit peu plus court par définition, 1 cm, 2 cm de moins. Et en fait, je me suis rendu compte que moi qui étais persuadée que la bonne longueur pour moi c'était 40 cm là, en tant que tricoteuse, et qui ont tricoté des manches, pour moi c'était 40 cm. Non, les manteaux c'est 44,5 la longueur. Ah oui, quand même 4 cm et demi, c'est pas rien. Voilà. Mais parce qu'un manteau, moi j'aime que quand je replie la main, long et que en fait quand je replie la main que ça passe pas et que je me retrouve pas à avoir la manche là. Et donc il faut en fait qu'elle soit un peu longue. D'accord. Donc voilà. Mais j'ai trouvé vraiment cet exercice hyper intéressant et notamment elle le dit et c'est marrant parce qu'elle le dit pour les achats en ligne. Oui. Mais c'est vrai que pour les gens qui cousent ou qui tricotent. Alors là, voilà. Je me suis dit, mais le Graal, quoi. Mais oui, mais pourquoi oui, on y pense, mais sans faire la démarche. Et une fois que tu as fait la démarche, mais bien sûr. Moi, je pense que je vais me faire une fiche de mes mesures finies. Mais ouais, je pense que... De la même manière... ça ne dispense pas de faire une toile. Mais ça peut aider. Oui, ça aide à... Non, mais ça aide quand même de se dire, typiquement, je vais vérifier la longueur de la manche, la longueur du côté. Et alors, du coup, c'est aussi pour ça que on a souvent des créatrices de patrons de prédilection, finalement. Oui. Parce qu'en fait, elles ont les bonnes longueurs. Ouais. Absolument. C'est super intéressant, je trouve. Voilà. Moi, je sais par exemple que chez Direndo, jamais de problème. Closet Case, aucun problème. Là, je me suis amusée à réduire la longueur des manches de chez Closet Case sur la Kelly. Je n'aurais pas dû. Parce qu'en fait, avec mes bidouillages moins plus, je suis tombée sur la longueur de la créatrice. Donc je me suis dit, mais arrête, essayez de... Closet Case, parfait pour moi. Toutes les bonnes mesures de toutes parts. Mais alors, tu vois, du coup, là, avec cette conversation qu'on vient d'avoir, je me dis qu'avec toutes ces mesures, la connaissance de son corps et des mesures de son corps, pourquoi ne pas tout faire soi-même, quoi? Le temps. Je pense. Non, en fait, moi je sais que je me suis laissée déborder par ma passion, quelque part. J'étais pas quelqu'un qui particulièrement... qui aimait particulièrement les fringues quand j'étais jeune. J'ai toujours détesté faire du shopping en boutique, par exemple. Ça a toujours été un complexe pour moi. T'es pas venue à la couture et au tricot parce que j'adorais les fringues. Non. D'accord. C'est intéressant. Bon, on y arrive toutes d'une manière différente. Moi, je sais que c'est histoire familiale, typiquement, je pense, parce que ma grand-mère
faisait pas mal de couture. Et alors, ma grand-mère maternelle faisait de la couture, ma grand-mère paternelle faisait du tricot. Voilà, donc comme ça, au moins, c'est la bonne réconciliation. Et du coup, j'ai vraiment eu toute une phase de passion de la couture et du tricot. J'ai toujours cette passion, bien sûr, mais où j'étais beaucoup dans la production, où j'ai beaucoup produit. Et maintenant que je me connais mieux, ce que j'ai envie, les couleurs que j'aime, les formes que j'aime, etc., ça me permet d'être plus ciblée aussi, parce que donc, j'ai une petite fille, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis j'aimerais bien diversifier mes hobbies aussi. Enfin, je passais vraiment tout mon temps à ça. D'accord. Ouais, donc voilà. Donc, faire moins mais plus ciblé finalement. D'accord. Et puis c'est aussi dans la démarche de j'ai beaucoup vidé, j'ai pas forcément envie de oui, c'est refaire. ça, t'as pas vidé pour remplir. T'as vidé, alors, et comme je disais tout à l'heure, une garde-robe ça vit avec soi et avec son quotidien. Du coup, j'imagine que, et tu l'évoquais à moitié aussi, il y aura peut-être un nouveau tri. En tout cas, même s'il n'y a pas un tri drastique comme tu viens de le faire, tu vas petit à petit supprimer des vêtements de ta garde-robe pour différentes raisons. Donc voilà, et donc il va falloir les remplacer aussi. Du coup, tu t'es créé une grille, comme tu vas faire tes choix de patron et de patron tricot ou couture, peu importe. Tu vas faire tes choix en fonction des manques actuels de ta garde-robe, comme tu viens de nous le dire. Est-ce que tu vas utiliser d'autres outils est-ce que par exemple tu vas choisir des couleurs en particulier ou comment tu vas... Alors, je sais que tu aimes beaucoup le rose, le rouge et j'ai vu l'état de ton stash et j'ai vu tes tissus, j'ai bien vu que c'était des couleurs qui ressortaient pas mal. Déjà, est-ce que ces couleurs-là te vont réellement? Est-ce que tu... Comment envisages-tu de faire vivre ton dressing et notamment en rapport avec ta passion? Alors moi je sais que typiquement ça c'était un point aussi, ce livre est vraiment très bien, on peut que le conseiller. Je me suis, sur les couleurs, effectivement, tricotant et cousant depuis quand même pas mal d'années, j'ai bien vu qu'il y avait des couleurs qui revenaient régulièrement. Enfin, je pense qu'on déroule mon feed, on voit bien quand même que j'ai une passion pour le corail, par exemple. Donc ça, je savais déjà qu'il y avait des couleurs qui revenaient régulièrement, aussi parce que dans les différentes collections saisonnières que j'essayais de me faire, c'était des couleurs qui revenaient. C'est pas du tout quelque chose qui a déterminé mon tri, par exemple. Enfin, dans mon tri, j'ai pas fait ce filtre de telle ou telle couleur. Et moi, j'ai bien aimé dans la méthode là, du dressing code pour déterminer sa palette, le fait de partir de son existant, plutôt que de se dire ma couleur de cheveux c'est ça, mes yeux c'est ça, mon teint c'est ça, alors les couleurs que je dois porter c'est ça. Ouais. Parce que ça peut être une indication, je dis pas du tout que... D'ailleurs j'ai fait l'exercice cet été dans un magasin, voilà, j'ai pas été surprise du résultat, c'est une bonne nouvelle. Mais je trouvais ça un peu... Enfin moi j'aime pas trop voilà la méthode universelle qui va fonctionner pour tout. On peut me dire que le mauve me va bien, je déteste le mauve, je ne remettrai pas, c'est tout, voilà. Donc ça c'est vrai qu'il y a une palette moi qui est ressortie, clairement, avec en couleur principale le bleu marine, le blanc, le noir, en couleur médium le bordeaux, et puis ce qu'on appelle les accents. Oui. Pour aiguiller un peu la silhouette. Alors ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'en faisant la liste de mes accents, je me suis rendu compte que j'ai un foulard que je porte depuis des années, qui regroupe tous les accents de ma palette. Voilà. Donc dedans, il y a du corail, du vert émeraude, du rose fuchsia et du jaune que tu aimes, que tu portes pas beaucoup, tu me disais, mais que tu... C'est ma couleur préférée, mais que je ne porte pas pour... Je trouve ça excellent en fait que ce soit une étoile que tu portes depuis des années, qui est l'une de tes préférées, et pour cause, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça regroupait toutes mes couleurs de prédilection. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Celle-ci, tu l'as gardée précieusement parce qu'en plus, elle irait avec la majorité de tes tenues, j'imagine. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai encore portée cette semaine. Elle va avec quasiment toutes mes tenues. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans ce chemisier, par exemple, je l'ai cousu avant mon tri. Je l'ai gardé parce que je le trouvais, je l'aimais bien. Et dedans, le fond est crème, bien sûr. Et il y a du bordeaux, du vert kaki, des couleurs qui font partie de ma palette de base. Ouais. Donc ça, oui, ça va forcément jouer sur mes futurs projets. Mais encore une fois, lors de mon tri, c'est ressorti naturellement. J'ai pas fait exprès, mais c'est ce qui est resté à la fin, en fait. Parce que c'est ce que j'aime le plus, finalement.
Ok. Donc ça va être effectivement un premier point. Alors, les matières, c'est pareil. Est-ce que tu as regardé les matières que tu avais évacuées de ton stock? Enfin, quand je dis stock, c'est pas ton stage, c'est de ton armoire. Est-ce que tout à l'heure tu nous parlais de ta fameuse jupe toute plissée? Elle est partie. Elle est sortie de mon stock. Pourtant, elle était corail. Donc, elle était dans la palette, mais elle ne rentrait pas dans le confort, je dirais, dans le sens où dès lors que tu fais le moindre mouvement, elle se froisse. C'est pas vivable, quoi. Alors ça, pour le coup, ça a été un critère totalement conscient au moment de mon tri, puisque c'était un événement déclencheur. Donc clairement, ça a été un élément. Ça a été vraiment un critère dans mon tri. Ouais. Que ça soit pour les vêtements faits main ou les tissus de mon stock d'ailleurs, où j'ai évacué quasiment toutes les viscoses par exemple, dont on sait que ça a une fluidité, etc. C'est super sympa, mais n'empêche qu'on les regarde et ça se froisse. Donc, c'est terrible. On en est désolé parce que ce sont des matières très très jolies, qui rendent un super tombé, machin. N'empêche que quand on est assis dans les transports et où on passe beaucoup de temps assis, comme c'est mon cas. Ouais, on peut pas. Donc ça hop, dégagé. D'accord. Alors du coup, ça m'amène à une autre question. Quand désormais, tes choix de patron et de matière, j'imagine que tu vas t'interdire certains types de matières, certains types de patrons. Est-ce que pour autant, tu vois, comme moi, là, le Ouloulou que j'ai fait à mi-chemin, je savais que j'allais pas le porter en fait. Et malgré, j'ai trouvé un regain de. C'était trop sympa à faire. Un regain d'intérêt, pas à ce point, mais un regain d'intérêt à le faire en me disant non mais je lui destine une autre vie, donc je continue. Mais tu vois, je me pose la question, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je m'interdis de le faire alors que je sais que je vais y passer un bon moment? Alors moi, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai beaucoup moins de filtres sur le tricot que sur la couture. Alors on pourrait dire effectivement on y passe encore plus de temps qu'à faire de la couture. Je pense que c'est miné différemment, donc c'est intéressant. Moi, je me mets moins de filtres sur le tricot que sur la couture, notamment en termes de forme. Couleur, je pense que comme de toute façon dans mon stack, il reste plus que ma palette quasiment, donc ça va pas être trop un problème. Non, je me mets pas forcément de frein. Non. Mais je sais que de toute façon, pour le tricot, j'ai plus de liberté. Voilà. Ouais. Et du coup, en plus, je crois savoir que tu tricotes un peu pour ta fille. Du coup, ça peut aussi te permettre d'utiliser des couleurs que tu utiliserais moins pour toi. Totalement. Ça, c'est clair que moi, je l'ai vu cet été, parce qu'en fait, en faisant mon tri, je me suis rendu compte que j'adore le rose pâle, par exemple, mais que ça ne me va pas au teint. Ouais. Du tout. C'est comme ça, c'est une question de carnation. Ça fait ressortir tous les défauts de la peau chez moi, c'est magnifique. N'empêche que j'en avais plusieurs dans mon stock parce que c'est une couleur que j'aime. Donc voilà, et donc j'ai tricoté pour d'autres en fait, donc pour mon neveu, ma nièce et ma filleule. Et donc du coup je me dis qu'effectivement ça peut être un bon moyen, pas de gérer la frustration, on va pas non plus parler de frustration en la matière, mais disons que si j'ai envie de tricoter ces couleurs dont je sais qu'elles ne trouveront pas leur place dans ma palette, ça peut être pour Alice. Je tricote beaucoup pour elle, j'ai toujours beaucoup tricoté pour elle. Je ne couds pas pour Alice, par contre, quasiment pas, à part ses pyjamas. Mais ça, je crois savoir pourquoi en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je couds quasiment pas pour les enfants finalement. C'est que c'est des toutes petites pièces, donc tu pourrais penser que ça va plus vite. Ah mais non, pas du tout, parce que tu as autant de couture. Enfin, je veux dire, ça s'assemble de la même manière qu'un tricot qu'une pièce adulte. Donc de toute façon, tu vas y passer du temps. Donc, moi j'avoue que j'aime pas trop coudre pour Alice parce qu'en fait, soit si ce que je lui fais c'est en jersey parce que c'est confortable, mais de toute façon elle porte quasiment pas de choses qui ne soient pas en jersey, j'exagère mais je privilégie le confort avant tout pour elle. Et donc du coup c'est vrai que les petites blouses etc, je trouve ça hyper mignon, mais connaissant ma cascadeuse c'est pas forcément adapté. Donc je préfère lui tricoter, puis il y a vraiment un côté hyper affectif. Je sais que quand j'étais enceinte j'ai tricoté pour mon bébé, j'ai pas cousu pour mon bébé en fait. Ah, oui. Et ça reste vrai aujourd'hui. Tu sais que moi enceinte je me suis dégoûtée de la laine
En fait, le premier trimestre de grossesse, je tricotais, en plus je faisais un test en fingering, mais surtout en fingering single. Et le premier trimestre, j'avais des nausées. Et les nausées, je les ai associées. Alors, je pense que j'avais d'autant plus de nausées quand je tricotais, parce que je pense que c'était ce petit roulis des aiguilles. Fixer sur un point en plus, pas très bon quand on est malade. Et du coup, alors que je tricotais dans mon canapé, hein, pas de souci, et du coup, en fait, je me suis dégoûtée du tricot, donc j'ai fini par arrêter, et pas finir les tests d'ailleurs. Cette single, et ben en fait, depuis, je n'ai plus jamais retricoté de la single. En fait, quand j'approche un écheveau j'arrête pas de dire single, non, de single, j'y suis. Quand j'approche un écheveau de single à moi, et ben en fait, j'ai pas la nausée, mais ça me revient le sentiment que j'avais au premier trimestre de grossesse. Du coup, c'est rigolo quoi. Moi j'avoue, j'ai eu une grande chance, pas du tout être malade quand j'étais enceinte, mais par contre c'est vrai que je sais pas, spontanément, je me suis pas dit que j'allais coudre pour mon bébé. Il y a le côté tête cocon, tricot, d'envelopper. Et ça reste totalement vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alice n'a quasiment pas de gilet du commerce. C'est quasiment que des gilets que je lui ai tricotés dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, pour le coup, c'est clair que je me suis interdit absolument aucune couleur pour elle, à part le violet, hein, toujours. Et le noir, c'est à peu près les seules couleurs que je m'interdis pour Alice. Mais oui, pour moi, c'est clair et net que pour moi, quand elle porte un gilet du commerce, c'est comme si elle avait un câlin permanent de sa maman avec elle, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'associe, quoi. Ouais. Elle est dans mes bras pour moi, quasiment. Donc c'est toujours comme ça, et je continue. En plus, c'est sympa. Ça va vite. ça va plus vite. Ça va vite. C'est un peu plus rapide que pour nous, quoi. C'est plus satisfaisant dans le sens où on obtient un résultat plus vite. Non, puis voilà, moi j'aime bien, je les garde. J'en ai reçu plein en plus des tricots pour Alice aussi. Ouais, pour moi, c'est vraiment des cadeaux de naissance qui ont une valeur à part. Je me suis fait un point d'honneur à tous les cadeaux faits main de naissance, de prendre ma fille en photo avec. Et d'envoyer la photo à la personne qui me l'avait fait, parce que je me suis dit, cette personne a passé du temps sur l'objet, et je trouve que, moi j'adore recevoir ce genre de photos de vêtements que j'ai fait à d'autres enfants donc oui, parce qu'on sait que nous on y projette, déjà on sait le temps qu'on y passe quand on fait ce genre de choses. Puis je pense que c'est comme toi, quand on fait un cadeau fait main à quelqu'un, pour moi c'est vraiment une déclaration d'amour à la personne. C'est vraiment que c'est quelqu'un de spécial pour nous. Tout à fait. Et d'ailleurs, il m'est aussi arrivé de ne pas tricoter à des parents qui m'avaient demandé de le faire pour la naissance de leur enfant. En fait, je ne vous aime pas. Non, c'est pas ça. Et j'ai un peu de mal. En fait, pour moi, c'est un cadeau qui vient du cœur, donc ça doit être un cadeau spontané. Et le fait de commander la chose, j'ai trouvé ça. Du coup, ça m'a un peu rebuté, un peu coupé. Et en revanche, je suis plus enclin à faire un cadeau, à tricoter une juste copine tricoteuse, pas plus que copine, quoi, on va dire. Quelqu'un. Et parce que je sais qu'elle va y voir cette valeur-là aussi. Donc, ça revient à ce qu'on disait sur le fait que quand on fait du fait main et qu'on s'en sépare, pour une raison ou pour une autre, soit que ça soit un cadeau, soit que ça soit issu d'un tri, on a envie que la deuxième vie soit valorisée quand même. Parce qu'on y attache un prix, pas numéraire, un prix en temps. Et en investissement personnel, en affection. Toi, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au tri de ta garde-robe moi, je sais qu'en tout cas, un des bénéfices que j'en ai tiré, c'est que les pièces qui sont maintenant dans ma garde-robe, j'en prends beaucoup plus soin. Chacune d'entre elles, je les aime davantage. Et effectivement, il y a une phrase du livre Dressing Up qui a beaucoup fait écho chez moi, et d'ailleurs dont on retrouve un écho aussi chez Marie Kondo, disant que finalement quand on s'approprie un vêtement, c'est pas quand on l'achète, c'est quand on décide de le garder. Et Marie Kondo dit la même chose avec des penderies entières qu'elle a vues où les étiquettes n'étaient pas retirées. Et donc en fait finalement, qu'un vêtement rentre dans la garde-robe vraiment quand on retire l'étiquette. C'est vraiment ça moi que j'ai ressenti à la fin de mon tri. C'est que finalement, ceux qui restent, je les ai choisis particulièrement, encore une deuxième fois, finalement, en décidant de les garder.
Et donc, maintenant, ils nous sont tous précieux. Donc c'est une belle conclusion que tu nous fais là. Il ne me reste plus qu'à te remercier. À vous remercier de nous avoir regardés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines conversations. Au revoir. Au revoir.